Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Nos leaders dans la cité, une série de conférences qui met en vedette les diplômés remarquables de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Je suis Julie Cormier, je suis la gestionnaire des relations avec les diplômés et de l'engagement communautaire. Donc, au nom de la section de droit civil, je suis heureuse d'accueillir Maître Marie-Christine Brochu, qui est avocate principale à l'Association du transport aérien international. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter la doyenne Marie-Ève Sylvestre à dire quelques mots et de présenter notre invité spécial. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je commence en reconnaissant le territoire sur lequel l'Université d'Ottawa est située, le territoire algonquin-anishinaabe non cédé. C'est particulièrement important, je pense, de rendre hommage au peuple algonquin et à toutes les personnes autochtones qui habitent la capitale de la région de la capitale nationale et l'Outaouais en cette semaine consacrée à la vérité et la réconciliation. On va célébrer demain la journée nationale sur la vérité et la réconciliation. Donc, je pense que c'est important de prendre un moment de souligner le territoire, mais aussi toutes les relations qu'on entretient avec les premiers peuples de la région. Donc voilà. Il me fait maintenant très plaisir d'accueillir Maître Marie-Christine Brochu, qui est une grande diplômée de la section de droit civil. Je la remercie chaleureusement pour avoir accepté notre invitation de lancer cette année notre série Les leaders dans la cité. Donc, c'est la première conférence de l'année. Je vous la présente brièvement. Elle a un parcours très impressionnant, comme vous le verrez. Et certainement, là, elle saura avoir des propos inspirants pour les jeunes juristes en formation que vous êtes et répondre à vos questions là, en matière de pratique et de carrière à l'international. Donc, Maître Marie-Christine Brochu est avocate principale pour le secteur des services financiers de paiement de l'Association du transport aérien international depuis qu'elle a rejoint l'IATA, donc l'abréviation de l'association, en 2005. En plus de s'occuper des questions financières, elle a également été impliquée dans les affaires et les opérations mondiales de l'IATA dans une grande variété de domaines relevant de d'autres divisions de cette association, donc marketing, services commerciaux, sécurité, opérations, infrastructures et plus généralement le service aux entreprises. En plus de son expérience avec l'IATA, Maître Brochu a pratiqué le droit corporatif, commercial et financier dans des cabinets d'avocats durant plusieurs années. Je suis certaine qu'elle aura l'occasion d'ailleurs de vous en parler aujourd'hui. Maître Brochu est cofondatrice de l'Association des conseillers juridiques d'entreprise, section Québec, qui a été membre du conseil d'administration de cette association depuis sa création en 2008 jusqu'en 2018. Finalement, Maître Brochu est titulaire d'un baccalauréat en droit civil, une licence en droit 1997 et d'un bac en common law de l'Université d'Ottawa, en plus d'un certificat en droit des affaires américain et chinois en spécialisation transfert des technologies qui a été délivré conjointement par l'Université de Syracuse et le City University of Hong Kong, ainsi qu'une maîtrise en droit économique international de l'Université Paris I Sorbonne. Elle a été admise au barreau en 2001. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole, je la remercie chaleureusement, ainsi qu'à vous tous qui êtes ici aujourd'hui pour l'écouter. Maître Brochu. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Ça me rappelle de très bons souvenirs, puis j'ai hâte de partager avec vous, puis de répondre à vos questions. Merci, Maître Brochu. Avant de commencer à poser les questions, j'aimerais aussi prendre le temps de présenter nos collaborateurs de cette conférence. Donc, j'aimerais présenter Alexandre de l'Association des droits des affaires de l'Université d'Ottawa et Serena de la Société étudiante du droit international. Donc, on va maintenant céder la parole à Alexandre et Serena pour débuter la conférence. Merci beaucoup, Julie. Bonjour, Maître Brochu. Merci de votre temps aujourd'hui pour cette conférence. Comme futurs juristes et leaders de demain, cette opportunité aujourd'hui nous confirme, avec votre parcours, que le résultat de nos efforts peut mener loin. De là découle ma première question bien simple. Parlez-nous un peu de votre cheminement de carrière et comment vous vous êtes rendu au poste d'avocate
pour votre organisation internationale? Oh, c'est tout le topo de ma carrière jusqu'à présent, mais en fait, je pense que j'ai voulu devenir avocate depuis assez jeune parce que j'avais des avocats dans ma famille. J'avais un oncle en particulier qui m'inspirait beaucoup. Et donc, j'aspirais à ça. Puis ma mère me disait tout le temps, toi, tu vas être une bonne avocate. On dirait que j'ai grandi avec cet esprit-là. Et j'ai aussi grandi en ayant une passion pour les voyages. Fait que je me disais, si je suis avocate, j'aimerais ça que ce soit comme à l'international. Fait que déjà, je partais même avant d'appliquer en droit avec cette optique-là, si je pouvais joindre l'utile à l'agréable dans tout ça. Et ça m'a amené à l'Université d'Ottawa en 1994. Et une des raisons principales que j'avais choisi l'Université d'Ottawa, parce que j'avais postulé ailleurs, qui avait été acceptée ailleurs, c'est parce qu'on offrait le programme national. Puis d'ores et déjà, je savais que pour ouvrir des portes, si vous voulez, à l'international, je me disais, je ne peux pas connaître juste un système. Bien, je peux connaître juste un système, mais il y en a d'autres systèmes qui existent dans le monde. J'avais déjà fait le mapping de tout ça et je savais qu'obtenir le double diplôme en droit civil et en common law me serait vraiment utile. Parce que dans le fond, la majorité des systèmes juridiques dans le monde sont en droit civil, mais il y a beaucoup de marchés de pays importants dans le monde qui sont régis par la common law. Alors, puis aussi le fait d'étudier en français et en anglais. Moi, j'avais fait ma common law en anglais. Ça m'avait aidé, j'ai déjà bilingue, mais à devenir comme bilingue dans le langage juridique. Alors, c'est ça, c'est la première étape, c'était ça. Qu'est-ce qui m'a amené? C'est que le fil en aiguille, je me disais, je rentrais en droit directement du cégep, et là, je me suis dit, je me sens que je suis trop jeune pour être avocate tout de suite. Il me semble qu'il y aurait d'autres choses. J'aurais besoin d'aller chercher d'autres outils. Et j'ai vu qu'il y avait des programmes offerts par l'université d'échanges étudiants. En fait, c'était pas vraiment un échange, mais c'était un programme qui était offert qui nous donnait l'opportunité d'aller étudier. Il y en avait en Amérique latine, il y en avait en Europe, puis il y avait celui-là dont Maître Sylvestre a mentionné plus tôt, qui était un programme en Chine. Donc, il dit, ben ça, c'est bon. Ça me met déjà sur la map à l'international. C'était en plein dans la période de la rétrocession de Hong Kong à la Chine aussi. Je suis arrivée 1 an après le handover, tout ça. Alors, c'était vraiment un sujet d'actualité. On parlait de l'accession de la Chine à l'OMC. J'avais pris des cours de droit international à la faculté aussi. Fait que j'étais vraiment intéressée par le droit international. Puis l'aspect aussi commercial m'intéressait dès l'université. J'aimais beaucoup les cours de droit des affaires à l'université. J'aimais beaucoup le droit international. Puis j'essayais de voir comment je pourrais m'orienter pour pas juste faire du droit des affaires, puis pas juste du droit international, dans mon cas, parce que je me disais, ça va peut-être m'ouvrir plus de portes si j'essaie de jongler les deux en même temps. Alors, j'avais fait ce programme-là en Chine, qui est un certificat. Je suis allée l'été l'étudier en Chine. Donc, c'est un certificat en droit des transferts de technologie et droit des affaires un peu chinois. Une expérience vraiment, je suis revenue de là, c'est vraiment, ça m'a donné des aides aussi. C'est quelque chose qui a coûté un peu plus cher, que j'ai payé de ma poche. Je n'avais pas beaucoup de subventions par rapport à ça, mais c'est un investissement qui, j'ai trouvé, en valait vraiment grandement la peine. Aussi, je me suis impliquée beaucoup à l'université. Je ne vais pas aller sur les prochaines questions, mais je me suis impliquée à l'université avec le doyen de la faculté à l'époque. Lui, qui était un fervent du bijuridisme, M. Louis Perret, qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai été son assistante dans certains dossiers, et notamment sur son programme de JuriGlobe et toutes les recherches afférentes aux différents systèmes juridiques dans le monde. Il nous avait demandé de monter une base de données dans le temps de tous les employeurs à l'international, parce qu'on pouvait mettre cette base de données-là à la disposition des étudiants pour voir où ils pouvaient postuler pour des jobs à l'extérieur, aussi à l'intérieur du Canada ou du Québec, aussi
voir à l'extérieur. J'avais collaboré là-dessus. Fait que tout ça, ça me motivait à continuer dans la même veine. J'avais aussi, par hasard, j'ai voulu travailler pendant mes études. Je devais travailler un peu, mais j'ai eu l'opportunité de dénicher un emploi au ministère des Affaires étrangères, un peu par hasard. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, j'ai une entrevue. Alors, je suis allée au ministère des Affaires étrangères pendant mes études à temps partiel, puis l'été un peu à temps plein. C'est sur une période d'1 an, c'est un contrat. Et là, j'ai travaillé, mon Dieu, c'est plus dans le domaine du droit international pur. J'ai fait un peu de l'OMC aussi là-dedans, là, faire des mémoires, des mémoires, aider l'équipe de juridique du département des Affaires étrangères, de la division du droit économique, à travailler sur des recherches et préparer des plaidoiries. Dans le domaine des disputes commerciales, mais plus particulièrement dans le domaine des sanctions économiques. Je me souviens dans le temps en Myanmar, et aussi dans le domaine des conflits en matière de pêcherie, le famous Cod War qui existait à l'époque. Ça m'avait mis vraiment... Encore, ça me donnait une expérience qui était au niveau du gouvernement. Ça a été vraiment bon pour moi d'avoir cette expérience-là qui s'est rajoutée, mais qui commençait à se mettre dans mon bagage. Ensuite, je trouvais qu'après le certificat en Chine, je dis il manque encore quelque chose. J'étais encore relativement jeune. Je me disais, il me semble que je pourrais aller me chercher une maîtrise. Puis j'aimerais ça la faire à l'étranger. Puis j'aimerais ça que ça ne me coûte pas trop cher. Puis il y avait des ententes qu'il y a toujours aujourd'hui entre la France et le Québec. Alors j'ai dit, je vais essayer de postuler pour une maîtrise en France. Je remplis mes formulaires, j'envoie tout ça. Je ne m'attendais pas nécessairement à être acceptée, mais finalement, j'ai été acceptée. Je dis, oh my God, je m'en vais à Paris étudier, faire une maîtrise en droit international économique. Alors ça a été vraiment un autre booster dans ma carrière. Et puis, en plus, le secret aussi, c'est que je ne reçois pas de cote de la Sorbonne, mais les frais d'éducation, ça a peut-être changé maintenant, mais dans le temps, c'était moins cher que d'aller étudier, par exemple, à Londres, où ça prenait comme moins de budget parce qu'ils chargent les frais de scolarité équivalents ici à cause des ententes entre la France et le Québec. Alors, ça m'avait vraiment donné un coup de pouce. Et puis, au niveau de la substance, de la qualité du programme de maîtrise de diplôme d'études approfondies, le DEA, qui est l'équivalent d'une maîtrise ici. Alors, ça m'a vraiment plongé dans le droit international financier et économique, toutes les études de l'OMC, toutes les directives européennes. Il y avait un focus européen aussi en matière d'investissements internationaux, en matière de paiement et de services internationaux, qui aujourd'hui me servent beaucoup dans mon travail. Là, la fameuse Payment Service Directive européenne. Là, je travaille dessus encore tout à l'heure, mais je me souviens que j'ai étudié ça, les premières ébauches de cette loi-là quand j'étudiais en France. Donc, voilà, c'est un peu pertinent. Ensuite, je me disais, avant bon, là, j'ai fini, j'ai gradué, j'avais fait la course au stage. J'avais eu un stage au sein du cabinet Bélanger-Sauvé à l'époque. Puis j'avais toujours repoussé mon stage pendant... C'est difficile, la course au stage. Hein. Je ne sais plus maintenant commencer, mais c'est très, très difficile d'avoir des entrevues, puis la sélection, le processus et tout ça. Mais non, j'avais été chanceuse. J'avais une place réservée dans un cabinet, puis je pouvais faire un stage là, puis j'avais un focus en droit des affaires, puis il y avait une bonne pratique en droit des affaires là aussi. Et donc, quand j'étais à Paris, je me suis dit, j'aimerais ça travailler à Paris. Après ma maîtrise, c'était pas assez. Il y a toujours un petit peu plus que je voulais aller chercher. Là, je me suis dit, je vais envoyer des CV dans les cabinets américains ou étrangers qui sont à Paris, puis je vais essayer de voir si je peux rester plus longtemps, étendre mon séjour pour avoir une expérience de travail ici. Fait que j'ai envoyé 50 CV. Tout était manuel dans le temps, l'Internet, ça commençait. Mais c'était vraiment envoyer des lettres par la poste. J'ai fait ça, j'ai envoyé à peu près 50 CV. J'ai eu 3 entrevues, puis j'ai eu une offre. C'est dans un des plus grands cabinets américains, une boutique là, qui était établie à Paris, qui s'appelle Skadden Arps, Slate, Meaghan & Flom. Là, c'est très difficile d'accéder à ces cabinets-là. Si tu postules à New York, tout ça, quand tu vends des diplômés, tout ça. Mais dans ce cas-ci, étant à Paris, ayant fait ma common law de droit civil, parlant français, anglais parfaitement, même espagnol, parce que j'ai toujours suivi des cours d'espagnol
à travers le processus, ça m'a aidé à avoir cette job-là. Puis j'ai travaillé, j'ai une super belle expérience pendant 1 an au sein de Skadden Arps. Sauf qu'à un moment donné, je devais revenir pour faire mon stage si je voulais devenir membre du barreau du Québec, qui était mon alma mater. Alors, je suis revenue pour faire mon stage. On avait reconnu la moitié seulement de mon stage au sein de Skadden Arps. Pour être membre du barreau, il fallait que je revienne. Puis je dois retourner faire mon stage à Montréal, puis après ça, je vais peut-être retourner travailler en Europe, je vais voir ce que je vais faire. Puis de fil en aiguille, finalement, je suis restée à Montréal. Et parce que pour les raisons familiales puis tout ça. Et je suis restée au sein du cabinet de Skadden, pas Skadden, de chez Bélanger pour 5 ans. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité-là par un chasseur de tête qui m'avait contacté pour l'emploi au sein de Yata. Et moi, Yata, je ne savais pas c'était quoi même à l'époque. Je me disais, je m'en vais aux Nations Unies. Ça, après, j'avais commencé à googler. Je me disais, non, c'est pas l'OACI. Ça, c'est l'OACI, c'est l'organisation étatique, c'est l'Organisation de l'Aviation civile internationale. C'est une organisation onusienne. Et j'avais constaté que Yata, c'est l'association internationale qui représente les compagnies aériennes. C'est une association internationale qui fait pas de profit, sans but lucratif, mais qui, par contre, a un penchant privé. Donc, c'était vraiment le meilleur des deux mondes parce que tu ne te trouves pas être dans nécessairement un confinement d'entités gouvernementales, qui est une expérience très, très enrichissante aussi. Mais j'avais comme le meilleur des deux mondes dans ce contexte-là. Là, je pourrais continuer. Et quelle est un peu la mission de l'Association du transport aérien que vous faites partie? Est-ce que c'est vraiment la représentation des intérêts des entreprises privées envers les gouvernements un peu? Ou Oui, complètement. C'est une organisation qui représente, qui lead les compagnies aériennes. On est formé par les compagnies aériennes dans les accords qui ont été conclus à Cuba en 1945, incorporés par la loi spéciale du Parlement canadien. Et au Canada en tant qu'organisme sans but lucratif. Et puis, c'est l'OACI aussi qui, au même moment, s'établissait au Canada. Donc, le Québec aussi voulait devenir, si vous voulez, un lieu important où le domaine aéronautique allait se développer. Alors, voilà. Et les compagnies aériennes, on les représente au sein des gouvernements. Il y a tout un aspect de lobbying des activités d'IATA, mais il y a aussi tout l'aspect, la raison première pour laquelle les compagnies aériennes ont fondé IATA, c'est parce que quand ils ont commencé à voyager plus à l'international dans les années 45-50, tout ça, ils se partagent les lignes du ciel. Ils ont commencé à faire des arrangements interlignes. Alors, c'est un domaine qui est assez complexe à comprendre, mais quand tu partages les lignes du ciel pour voler de le point A au point C en passant par le point B, le passager paye un seul billet d'avion, mais il faut que les compagnies aériennes impliquées là-dedans se partagent les profits de la route. Et tout un domaine de financier complexe qui est impliqué dans ces transactions-là. Un grand merci. Je vais passer la parole à Serena pour la suite de ces questions. Merci, Alex. Donc, avec ça, pouvez-vous nous expliquer ou décrire votre journée ou semaine de travail typique? Ma journée de travail typique, c'est ça, c'est la même au courant de toute la semaine, c'est que je travaille beaucoup avec les équipes qui sont basées en Europe, et soit à Genève, soit à Madrid, dans mon cas. Donc, quand je me lève le matin, là, je commence à 8 heures parce que je reçois tous les courriels qu'eux m'envoient dans leur après-midi. Et puis, j'ai que le matin pour vraiment pouvoir être en communication directe avec eux puis avancer dans les dossiers sans toujours avoir un autre délai de 24 heures. Alors, les matins chez nous sont toujours très, très occupés. Les après-midi, j'ai aussi des clients internes qui sont basés à Montréal. Fait que là, je m'occupe des clients de Montréal l'après-midi. Et puis, souvent, même le soir, j'ai des clients en Asie, à Singapour. Fait qu'on a souvent des appels le soir. Mais c'est pas toujours comme ça. On a une belle qualité de vie quand même, mais c'est vraiment pas rare que je suis sur des appels avec des avocats externes. Je travaille avec une armée d'avocats externes à travers le monde. Là, on a toujours besoin d'avis juridiques divers quand on met en place certains produits. Et présentement, les dernières années, j'ai travaillé sur des projets en particulier super intéressants. On a créé à l'intérieur de Yata 2 fintech dans le domaine des paiements. Et sans rentrer trop dans le détail, mais ce sont des projets de longue haleine. On a
on a vraiment finalement fait un start-up dans le domaine des paiements, mais c'est un start-up interne à IATA, là, mais dans le domaine des paiements qu'on a mis en place dans 180 pays. Alors, ça a été des projets de longue haleine, mais desquels j'ai beaucoup appris. Et j'ai fait affaire avec des avocats locaux dans tous ces pays-là, des avis juridiques obtenus dans chaque pays, à savoir, par exemple, si on doit avoir une licence de fournisseur de services de paiement dans chacun de ces pays-là. Donc, ça a été vraiment... ce sont de très beaux projets internationaux, puis c'est très rare même. Je ne connais pas beaucoup de fintech là, qui décident comme ça de s'implanter dans 180 pays sur une période de 2 ans. Là. Alors, c'était vraiment très intéressant. Parfait, merci. Comme professionnel qui travaille avec beaucoup d'autres professionnels et avocats, avez-vous déjà vécu des défis comme femme dans le droit, dans le domaine du droit? Ah, des défis, je pense pas vraiment. Pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une belle équité, qu'il y a une belle harmonie. Il y a beaucoup de femmes qui font le choix souvent d'aller en entreprise, mais de plus en plus d'hommes font ce choix-là aussi. Et puis, une des raisons pour aller en entreprise, c'est que on s'imagine qu'on a une meilleure qualité de vie, tout ça. Mais en même temps, c'est pas toujours vrai. Il faut choisir les endroits où on va. On décide d'aller in-house pour vraiment, si vous avez des opportunités, de regarder ça parce qu'on travaille fort, les avocats in-house, on n'a pas la paye des avocats en entreprise. Moi, si j'avais un conseil à donner, par contre, que je trouve m'a vraiment servi, c'est d'avoir... J'ai trouvé que travailler dans un cabinet d'avocats avant d'aller en entreprise, ça a été un complément très fort à ma formation de base universitaire. Puis je trouve que ça, c'est d'apprendre sur le tas vraiment le travail d'avocat conseil. J'ai trouvé que ça m'a été vraiment utile dans ma façon de rendre des avis juridiques puis de servir la compagnie pour laquelle je travaille. Puis les avocats quand on engage des avocats au fil des années, j'aime ça voir que les CV que je reçois, que les avocats ont eu cette expérience-là en cabinet avant, parce que ça c'est vraiment un très bon complément à la formation académique. Je vais prendre la balle au bon. Vous avez parlé de la qualité du travail que vous pouviez avoir à votre organisation, pardonnez-moi. Quelle est la réalité autour de la conciliation travail-famille qu'on ne doit pas négliger aussi là, avec le travail? Oui, bien, la conciliation travail-famille, c'est de bien gérer, de bien avoir une super bonne relation avec ses clients internes afin de nous permettre de pouvoir mieux négocier les échéanciers, peut-être. Et c'est ça, c'est vraiment une question de gestion de temps, là, la conciliation travail-famille. Et je veux dire, moi, j'ai eu 2 enfants au cours des dernières années. J'ai pris des congés de maternité, tout ça. Puis je suis revenue en poste après. Et j'ai toujours continué les dossiers avec le même beat, mais non, ça se fait très bien. Faut être organisé. Il faut être organisé, planifier d'avance sa vie personnelle, planifier sa vie professionnelle, planifier son agenda du jour et de la semaine, planifier les repas, planifier les différents rendez-vous. Mais ça se fait bien. J'imagine que c'est peut-être plus facile quand on est en entreprise que quand on est en cabinet, parce que souvent en cabinet, tu es tributaire, peut-être avant d'être associé, en tout cas, tu es tributaire dans les premières années d'un associé qui, le vendredi soir, va te donner le dossier puis il va te dire « je veux pour lundi ». Peut-être que l'approche est différente quand tu es en entreprise à ce niveau-là, parce que dans le fond, moi, je suis une avocate en entreprise, mais je suis comme une associée dans notre équipe juridique. Fait que chacun a ses propres dossiers. On a des avocats juniors qu'on peut déléguer. Fait que c'est le même principe. Hein. On n'a pas vraiment de gestion de personnel. Ça, dans la façon dont notre département est organisé. Mais j'ai des avocats juniors, des paralégales avec qui on travaille pour déléguer du travail. Puis ça nous aide aussi dans la conciliation travail-famille parce qu'on partage les tâches à ce moment-là. Donc, avec ça, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail?
J'aime beaucoup l'aspect international. Moi, c'est vraiment ça. C'est l'aspect que je peux me réveiller un matin, je parle avec l'Indonésie, ça fait plus que ça. Et je parle avec différents pays, toute la variété de cultures, les voyages. J'ai fait beaucoup de voyages, moins depuis COVID, là, mais j'ai été chanceuse par rapport à cet emploi-là qui m'a permis de voyager à travers le monde. Là, j'arrive la semaine dernière, j'étais au Moyen-Orient. Ça recommence tranquillement, mais on a plus des contraintes budgétaires en ce moment. Mais dans le passé, je pouvais être dans un avion une fois par mois, là, dans les années qui précédaient COVID. Ça a été très intense. Puis c'était vraiment intéressant d'aller dans le champ, là, in the field, pour rencontrer les clients, négocier avec les partenaires externes, aller à différentes conférences, des meetings d'industrie où on rencontre des groupes de compagnies aériennes qui forment, entre guillemets, un genre de cartel. On a beaucoup d'un aspect de protection en matière de droit de la concurrence à faire et de monitoring dans ce contexte-là, parce que les compagnies aériennes se regroupent entre elles pour négocier des standards d'industrie dans le domaine financier, notamment. Et puis moi, je participe souvent à ces meetings-là pour m'assurer qu'elles ne vont pas faire de la collusion ou des ententes qui seraient à l'encontre du droit de la concurrence. De l'autre côté, c'est quoi que vous aimeriez le moins? Qu'est-ce que j'ai? Ben, il y a eu... le moins. Oui, non, mais il faut s'adapter. Alors, il faut s'adapter aux différents styles de leadership au niveau du management d'une organisation. Moi, chez nous, on a eu 5 avocats en chef. J'ai été 17, ça fait 17 ans que je suis chez IATA. On a eu comme 5 avocats en chef, même 6 en fait, différents. Et on a eu 5 directeurs généraux différents. À chaque fois qu'il y a un nouveau directeur général qui arrive, les stratégies s'adaptent. Ça, c'est la réalité de l'entreprise dans laquelle je travaille. Puis, je ne suis pas résistante à ça. Fait que ce qu'on doit apprendre, c'est de jamais résister au changement, puis toujours embrasser le changement quand il vient, puis embarquer avec, puis être positif vis-à-vis de ces changements-là, suivre les nouvelles directions et s'adapter. Des fois, tu fais face à des personnes qui ont plus de difficultés à s'adapter au changement. Alors, c'est ça qui des fois, c'est des relations interpersonnelles à toute fin pratique. C'est comment maintenir toujours le cap vers des relations de travail positives. Vous avez parlé précédemment de votre implication à l'université. Alors, croyez-vous qu'il soit important de s'impliquer durant ses études en droit? Puis, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre expérience avec le bénévolat? Oui. Alors, oui, moi, j'avais le goût de m'impliquer à l'université. Je voulais pas... J'avais besoin d'étudier beaucoup. Je ne suis pas une personne qui réussissait des examens sans étudier comme ça. J'ai travaillé très fort à la faculté. Puis je n'étais pas une bonne non plus, une première de classe nécessairement, mais j'étais très, très attentive, très présente, puis très pratico-pratique. Alors, j'aimais ça donc déjà en partant m'impliquer à l'université pour faire un peu autre chose que me retourner dans mes livres. Puis comme je travaillais un peu aussi, bien là, j'avais trouvé d'autres façons de m'impliquer avec le doyen à l'époque qui offrait différentes opportunités de s'impliquer, mais avec d'autres professeurs. Hein. Je me suis impliquée à la Revue générale de droit à un moment donné. Là, je faisais des sommaires d'articles qui étaient publiés fait que j'aidais dans l'édition de la Revue générale de droit. Fait que j'avais fait quelques sommaires là-dedans. Ça, je trouvais ça le fun. C'était une belle équipe au sein de la faculté de contribuer finalement au niveau de la revue, là, finalement, puis de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence là, dont on fait un sommaire dans ces revues. Et j'avais aussi travaillé comme auxiliaire en enseignement. Puis c'est drôle, Mathilde Vex mentionnait, c'est ça, la journée de Truth. Bien, j'avais travaillé j'avais aidé les Autochtones. On avait un programme spécial pour l'admission des Autochtones à ce moment-là. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et puis, je donnais des cours de rattrapage en droit des contrats, des obligations à un groupe d'étudiants qui étaient autochtones. Et puis, ça, c'était le fun, parce que là, je vois la professeure, mais j'avais déjà fini, là, j'étais en 3e année, là, je maîtrisais bien tous les concepts de droit des obligations, de droit des contrats. Fait que j'avais contribué à aider
les étudiants qui prenaient cette communauté-là s'il y avait besoin d'aide. Je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Là. J'ai rencontré des gens de différents, les professeurs. Je trouve que c'est le fun de s'impliquer. Moi, ça démontre une ouverture d'esprit, puis ça peut amener des opportunités. Merci. Je me demandais aussi si le mentorat a joué un rôle important dans votre cheminement professionnel. Je dirais que oui, effectivement. Le mentorat, j'en ai bénéficié beaucoup à travers mes différents professeurs, surtout les professeurs dans les matières que j'aimais le plus, dans lesquelles j'étais plus impliquée. Après le cours, j'allais parler à des profs, puis on pouvait peut-être prendre un café. Tout ça, ça m'a servi beaucoup, ça, d'inspiration. Mais aussi, comme je travaillais avec le doyen à l'époque, ça, il m'avait servi beaucoup d'inspiration parce que c'est une personne aussi qui est impliquée dans le domaine du droit international. Puis elle me disait, tu peux faire ça. Moi, ça m'avait vraiment motivée. Ça m'avait servi d'un appui pour ma motivation, puis me propulser, puis ne pas hésiter, oser, envoyer juste des CV ou essayer d'appliquer, puis après ça, prendre les décisions au fur et à mesure. Quoi d'autre, je pourrais vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au sein de la faculté? Écoute, on s'est impliqué aussi au niveau des conseils étudiants. Fait que j'ai gardé un super bon contact avec plein d'étudiants de mon année de graduation. Il y en a que je vois tous les week-ends, il y en a que je vois ce soir. C'est vraiment le fun. Fait que ça, on a l'aspect social à la fac, c'est vraiment bon. Puis chacun de mes collègues a super bien réussi sa carrière dans le domaine qui l'intéresse. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun aujourd'hui de garder cet esprit-là. Puis, Parfait. Donc, avec ça, comment est-ce qu'être authentique au travail vous avez servi tout au long de votre carrière? C'est sûr que l'authenticité, je pense que moi, ça doit être une de mes qualités, c'est l'authenticité. Des fois, peut-être même trop. Je suis une personne qui est très, qui est généralement positive, ouverte, transparente. Puis authentique. Moi, j'aime beaucoup tous les gestionnaires avec qui j'ai travaillé, qui avaient ces qualités-là aussi. J'avais toujours une super bonne entente. Je pense que c'est une qualité essentielle, l'authenticité là, dans son travail. Mais ça ne veut pas dire être toujours outgoing, ou ça ne veut pas dire être obligé de dire tout ce qu'on pense à voix haute. Je pense que comme avocat, d'autant plus, on se doit de toujours réfléchir. Il ne faut pas être trop rapide en voulant, quand on se pose une question sur un avis juridique dans le corridor. Il faut prendre le temps de réfléchir avant ça. Mais l'authenticité, ça veut dire être vrai. Puis, je pense que ça, c'est très essentiel dans le milieu de travail, que ce soit in-house ou en cabinet, essentiellement. Pour les étudiants en troisième année comme moi, qui cherchent encore un emploi d'été dans le domaine juridique ou un stage du barreau, avez-vous des conseils à leur donner? Oui, là, je n'hésiterais pas. C'est sûr que là, les milieux, je suis peut-être moins à jour parce que je pense que le rôle des médias sociaux, des LinkedIn, tout ça, ça prend une grande place. Mais moi, je n'hésiterais pas à contacter différentes entreprises à travers les médias sociaux, si ça se fait, là, puis essayer de me mettre plus sur la map. Rappelez-vous, moi, dans mon temps, là, on envoyait des lettres, là. Je veux dire, on n'envoyait pas des emails, on n'avait pas vraiment de mode de communication, là, on n'avait pas vraiment de moyen de se faire voir. Mais là, c'est peut-être mettre à jour votre profil, essayer de peut-être d'être actif dans certains domaines. Je pense que les recruteurs ou les gens à qui vous envoyez des CV sont curieux de « Ah, il y a un CV intéressant ici, peut-être qu'ils vont aller voir sur le profil LinkedIn. » Moi, je pense que votre marketing, le marketing web est important. Là. Dans le fond, ce qui est difficile aussi, c'est qu'en troisième année de droit, on n'a pas nécessairement tant de bagages que ça parce qu'on a le cégep, on a nos années à la fac. Mais, tu sais,
le fait que je m'étais impliquée à la clinique d'information juridique aussi, je me souviens, je m'étais impliquée là-dedans. Donc, je pouvais mettre ça moi, sur mon CV à ce moment-là. Je pouvais mettre que je m'étais impliquée dans tel comité à l'école, j'ai un revue générale de droit, j'assistais de doyen, clinique d'information juridique, j'avais travaillé. C'est que ça commençait à bâtir mon CV tranquillement. Et là, si vous cherchez des emplois, bien moi, je n'hésiterai pas là, à contacter, à envoyer des CV, même s'il n'y a pas d'ouverture à certains postes. Là. Je pense que c'est encore faisable de nos jours, là, mais puis cibler aussi les entreprises. C'est fait le tour là, des entreprises là, si vous êtes intéressé par le marché montréalais, vous regardez à Montréal les entreprises qui sont basées ici. Puis, je ne sais pas si c'est réaliste, Maître Sylvestre. Peut-être que la réalité a changé. Là. Il y a toujours la façon d'appliquer dans la course au stage typique, mais vous n'êtes pas obligé de vous en tenir juste à ça. Vous pouvez aller essayer, vous n'avez rien à perdre. Et finalement, la dernière question. Si vous avez un conseil à donner à Marie-Christine en première année de son programme en droit, ce sera quoi? Oui, un conseil à donner à Marie-Christine. Je trouve ça, c'est une question qui est difficile. En première année de droit, c'est ça? OK. En première année de droit, moi, j'ai trouvé difficile ma première année de droit. J'ai trouvé ça difficile quand je suis arrivée parce que j'étais premièrement dans l'euphorie d'être acceptée en droit, de finalement m'en aller sur le droit chemin, devenir avocate, puis la fierté des parents, les amis et de soi-même. Là, fait qu'on est vraiment fiers. Ça, je me souviens de ça. Mais je me souviens que ça avait été un choc tellement que j'avais trouvé ça difficile parce que là, le code civil, là, il y avait tellement de trucs à apprendre. Le droit des biens, ça commençait directement. Les obligations, c'est tous des concepts. Oh my God, on se sort de où? Alors, c'est une année qui est très difficile, généralement, je pense, la première année. Et peut-être à ce moment-là, c'est de ne pas perdre le cap là-dessus. Moi, je n'ai pas perdu le cap, mais ce n'était pas ma meilleure année, la première année, parce que peut-être que je voulais trop comprendre tout. Fait que là, j'oubliais tout le big picture. Fait que peut-être dans ce moment-là, c'était juste de dire, OK, on y va une étape à la fois, puis on essaye de prendre un recul par rapport aux différentes matières, puis de travailler fort. Il faut travailler fort, et on continue de travailler fort. Marie-Christine, je lui dirais, en première année, elle a travaillé très fort, mais peut-être structurer mieux sa façon de travailler de façon le plus efficace possible. D'étudier, de se préparer, de toujours à pas aller dans le cours puis à essayer d'étudier le matériel après. C'est vraiment de l'étudier avant pour être prêt à poser des questions quand la matière est présentée. Merci énormément. Donc, moi, j'aurais une question. Donc, on a parlé d'authenticité, mais aussi, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les compétences qui font un bon leader? Les compétences qui font un bon leader, c'est l'écoute, être à l'écoute des différents gens, des intervenants et des gens qui se rapportent à nous. Être à l'écoute attentive aussi, pas juste faire semblant d'écouter, mais écouter et montrer qu'on prend en considération tous les commentaires, les idées qui sont partagées et les considérer pour vrai. Avoir des échanges francs et convivial aussi. Un bon leader va motiver ses troupes en donnant en reconnaissant les contributions des autres, en leur donnant une importance. Et un bon leader va avoir un esprit ouvert et qui est ouvert au changement, qui s'adapte aussi aux différents styles des autres, aux différentes cultures des autres. C'est essentiellement ça. La transparence, moi, je pense que c'est une qualité de leader parce qu'on s'attend des autres qui ne travaillent pas dans l'opacité. Je pense que ça crée vraiment, ça peut créer plus de conflits quand on a l'impression de travailler puis de ne pas avoir toutes les données. Alors, au sein d'une équipe, un leader se doit de mettre les cartes sur table puis de donner
de définir la mission ou la stratégie claire, puis de définir le rôle de chacun des intervenants de façon claire. Comme ça, on a plus de chances d'en s'en sortir gagnant. Et puis, je sais que, évidemment, vous travaillez avec des partenaires internationaux et vous travaillez avec des gens de différents pays, en plus de votre passion pour voyager, tout ça. Pouvez-vous parler un peu de comment vous naviguez, pas juste les relations interpersonnelles, mais les relations interpersonnelles interculturelles? Comment cette expérience-là a évolué pour vous pendant votre cheminement? Oui. Bien, au sein de Tata, j'ai fait des formations aussi parce que mon entreprise donne du training à l'interne et des formations. Puis j'ai eu l'occasion de travailler sur des programmes de leadership. J'ai postulé même à l'interne de l'entreprise. C'est drôle parce que les avocats ne postulent pas nécessairement ce genre de programme-là, mais moi, j'ai postulé ces programmes-là parce que je voulais apprendre de devenir une meilleure business person à l'interne. Puis ça, c'est des programmes qui travaillaient vraiment sur le leadership. Puis ça, il y en a des programmes comme ça qui se donnent sur des webinaires par des compagnies qui ne sont pas nécessairement des cabinets d'avocats. Il y en a que les cabinets offrent, mais il y a d'autres entreprises, d'autres opportunités d'en apprendre sur le leadership, peut-être même à la faculté. C'est important, ça pourrait être un bon cours à rajouter le leadership à enseigner aux étudiants. Et je parle le fil de mon idée, mais dans le fond, c'était simplement de dire que j'ai participé dans les programmes de leadership et il y a un programme là-dedans, là, c'était un programme où pendant 6 mois, ils développaient des équipes, ils ont sélectionné comme 24 employés à travers le monde. J'avais postulé, j'ai réussi à rentrer là. Puis pendant 6 mois, là, j'avais 2 jobs. J'avais ma job de jour, puis j'avais l'autre job qui était de faire un projet d'industrie. Puis finalement le livrer en une période de 6 mois. Mais c'était comme une expérience, c'était pas nécessairement un vrai projet, sauf qu'il y avait des chances que le projet soit approuvé. C'est comme les Dragons un peu. Si le projet était approuvé, bien, finalement, ils lançaient. Alors, on avait des différentes équipes, on faisait de la on se concurrençait sur les différents projets. Avec ça a été vraiment une expérience intense. Mais dans le cadre de ça, j'ai appris beaucoup sur les différences interculturelles, puis le leadership des différentes cultures. Fait qu'on a eu des cours là-dessus sur comment t'interagis avec des personnes asiatiques ou c'est quoi leur langage corporel. Moi, j'avais déjà été en Chine, j'avais déjà appris qu'en Chine, tu sais, c'est comme ils disent oui tout le temps, ça ne veut jamais nécessairement dire oui. J'avais aussi su que quand ils servent la soupe à tortue en jello, il faudrait éventuellement que tu y goûtes au moins avant de la tourner. Fait que ça fait partie du protocole de préliminaire aux négociations, là. Alors, c'est ça, j'ai beaucoup appris dans ces programmes-là et je l'applique de façon quotidienne. Tu sais, quand on va au Moyen-Orient, il y a d'autres façons de s'adresser. Il y en a il y a des gens qui ont une éducation qui est plus western, mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment plus locales, qu'il faut s'adapter. Les Américains, c'est une autre façon de faire. Les Anglais ont leur propre style. Alors, il faut s'adapter à ça, puis pas laisser les trucs interpersonnels prendre le dessus dans ce moment-là, là. Vous avez mentionné des cours qui pourraient être intéressants pour les étudiants de la section de droit civil, mais avez-vous des cours en particulier que vous recommandez à nos étudiants de prendre ou des cours que peut-être que vous souhaitiez, que vous aviez pris pendant votre programme ici? Oui, peut-être le droit financier. Puis c'est ça parce que maintenant, je travaille là-dedans. Mais au début, quand j'ai commencé à travailler, je suis allée étudier à Paris, puis j'avais des cours sur le droit international financier et les investissements. Puis ça, c'est des cours qui sont internationaux. Il y a différents instruments d'investissement internationaux. Tout ça, je ne sais pas si on les donne à la faculté. Peut-être que maintenant, mais dans mon temps, je pense qu'on n'avait pas vraiment de focus là-dessus dans le détail. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on a devant nous l'Association des étudiants en droit de droit international, puis l'Association des étudiants en droit des affaires. Puis je pense que j'ai aussi mentionné au début de cette séance que
moi, j'ai voulu vraiment jongler les deux. Hein. Alors, en matière de droit des affaires, international business law, qu'est-ce que ça veut dire, ça, international business law? Dans le fond, c'est du droit des affaires, c'est la négociation. Ça, on n'apprend pas ça nécessairement sur les bancs de la fac, mais il pourrait avoir des cours peut-être plus pratiques à ce niveau-là, la négociation de contrat. C'est moins substantif, c'est plus stratégique. Fait que ça ferait peut-être partie des aptitudes de leadership là, qu'on veut développer chez l'étudiant. Je pense que ça, parce qu'on en a beaucoup dans nos formations comme professionnels, des cours comme ça là, pour parfaire nos aptitudes. Il y avait un cours que j'avais trouvé vraiment le fun, mais c'était encore un cours au niveau des aptitudes. C'était comment reconnaître le langage corporel. Je pense que le barreau donnait des formations. Vous regarderez ça parce que même si la fac n'a pas de place pour offrir ce genre de cours, je sais que le barreau offre différents types de cours pour développer ses aptitudes. Ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Si tu tournes ton œil à gauche, est-ce que ça veut dire que tu bluffes ou à droite, ça veut dire que tu dis des trucs comme ça. Là, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis je m'en suis servi un peu dans mes négos. Je dis, oh my God! Bluff. Donc, voilà. Donc, j'aimerais maintenant inviter les gens sur l'appel. Si vous avez des questions, je n'ai pas vu dans le clavardage, mais si n'importe qui a une question, vous pouvez allumer votre micro. Oh, Chelsea. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Maître Brochu. Bonjour. Merci pour votre très belle présentation. Super intéressant, vous êtes très dynamique. Alors, on a parlé un peu de mentorat plus tôt, puis je crois que vous avez parlé du mentorat que vous avez reçu en tant qu'étudiante en droit. Est-ce que vous êtes mentor pour quelques étudiants? Avez-vous le temps d'être mentor pour d'autres? Non, j'ai pas été mentor, puis j'ai pas eu de mentorat finalement depuis que je suis sortie vraiment de la fac. Par contre, à l'association des conseillers juridiques d'entreprise, l'ACC Québec, là, sur laquelle j'ai siégé pendant une période de 10 ans, on avait un programme qui n'était pas nécessairement ça n'a pas vraiment super bien marché par manque de mentors et de demandes même peut-être que c'était pas assez connu, mais on avait un programme pour ça, pour faire un matching de mentors. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être, je ne sais pas si c'est déjà en place au sein de l'université ou en tout cas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce qu'il suffit d'avoir une conversation une fois par mois avec une personne, puis c'est un élan de motivation. Toi, tu devrais peut-être penser à faire ça. Moi, je serais ouverte, en tout cas, si à des opportunités de faire du mentorat. Oui. Parfait, merci beaucoup. C'est certain que, oui, on a déjà eu certains programmes de mentorat, puis on est toujours en discussion pour en créer des nouveaux. Ouais. Alors, c'est certain, on vous met sur notre liste. Parfait. C'est bon. Merci, Chelsea. Merci, Maître Brochu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Gênez-vous pas. Surtout si vous êtes des étudiants, là, c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un comme Maître Brochu juste là pour demander n'importe quelle question. Mais moi, je me souviens aussi, je ne sais plus en quelle année, mais on avait eu une présentation. On a eu la même opportunité. C'est quelqu'un de chez Bombardier, un avocat in-house chez Bombardier de Gaspé-Beaubien qui était venu nous faire une présentation exactement comme aujourd'hui. Puis je l'avais, mais je ne dis pas ça par rapport à moi, mais moi, il m'avait inspiré, lui, parce que j'étais encore étudiante, je me dis, hey, j'aimerais ça, comment je fais pour avoir sa job ou aller vers quelque chose. Lui, il travaillait en aéronautique, il s'impliquait comme l'international aussi. Puis je me disais, oh, il est tellement chanceux, comment il a fait. Mais juste peut-être pour finir, c'est qu'il y a de la chance là-dedans, hein, parce qu'on peut postuler, avoir toutes les qualifications, avoir une super personnalité. Des fois, il y a un peu de chance qui joue là, dans l'équation, être à la bonne place au bon moment, puis ça, on n'y peut rien. Mais ce qu'on peut faire pour améliorer ses chances, c'est jamais arrêter de postuler ou de regarder les opportunités, essayer plein de choses. Puis ça nous permet de rencontrer plus de monde et d'élargir les possibilités. Ça, c'est pas toujours payant au moment présent, ça demande de l'énergie, de s'impliquer parce que
faut que tu planifies, là, ça commence là, la planification. Tu ne peux pas juste préparer ton examen, parce que là, il faut que tu t'en ailles faire une séance à la clinique de formation juridique. Après ça, tu t'en vas à une place. Mais je pense que ça vaut la peine de s'impliquer. Puis si on est rentré en troisième année, on l'a moins fait, c'est pas grave. Là, c'est pas essentiel nécessairement de le faire, mais même en troisième année, si vous avez déjà un stage, vous allez commencer. Fait que regardez encore comment vous impliquer dans le cabinet, peut-être, où vous allez aller avoir une belle ouverture, parce que vous allez faire des stages là, bientôt. Et normalement, ça fonctionne par rotation dans les cabinets. Si vous allez dans un cabinet, ça se peut que vous fassiez un stage directement in-house, puis ça, c'est parfait aussi. Mais vous allez aller par rotation. Moi, je suis allée par rotation aussi dans mon cabinet à Montréal. Mais moi, je savais déjà que je voulais faire juste du droit des affaires, mais il a fallu que j'aille faire une rotation en droit du travail, même si ça me plaisait moins, mais je me suis vraiment donnée au maximum dans les semaines que j'ai passées dans ces équipes-là. Puis je me suis impliquée aussi pendant mes premières années. Direct quand je suis arrivée à la fac, je me suis impliquée dans des associations de jeunes gens en droit de jeunes gens en affaires. Parce que là, je me suis fait du développement de clientèle éventuellement. Fait que j'ai jamais arrêté de m'impliquer, moi, sur le côté. C'est très bon conseil. Et puis, on a 2 questions dans le chat, mais avant, Sophie, voulez-vous poser votre question à Maître Brochu? Oui. Merci, Julie, puis merci, Maître Brochu, pour Bonjour. belle intervention. Bonjour. J'ai une question d'entrevue pour vous, Maître Brochu. Vous voyez où dans 5 ans d'ici? Oui, bien ça, c'est une bonne question. Écoute, on sort d'une crise. Et là, je vous dirais que au niveau de j'aime beaucoup l'entreprise où je suis parce que, comme je vous disais, on a eu beaucoup de changements au niveau de la direction. Puis à chaque fois, c'est comme une nouvelle, pas une nouvelle job au niveau du droit substantif, mais c'est comme une nouvelle entreprise, une nouvelle direction, des nouveaux projets. C'est pour ça que ça fait 17 ans. Je suis une personne un peu hyperactive. On aurait pu croire que je ne resterais pas à la même place si longtemps que ça. Moi-même, je me surprends. Je dis, my God, peut-être qu'après 17 ans, il faudrait que je regarde ailleurs, mais j'ai de la misère à décrocher de là parce que je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr que là, il y avait moins de voyages. Fait que c'est le fun quand même parce que je voyage virtuellement puis je rencontre des gens en vidéo puis c'est une autre réalité. Donc, là, moi, je suis comme vous. Là, à un moment donné, il va falloir que là, j'essaye de peut-être m'impliquer plus puis regarder d'autres horizons, voir où je m'en irais. C'est vrai que IATA, c'est vraiment unique comme endroit. Mais je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas si je veux prendre ma retraite là. Je ne suis pas près de la retraite, là. Parce qu'il faudrait que j'aille comme un autre emploi après. Puis il va falloir que je commence à regarder un jour, voir commencer à explorer. Merci beaucoup. Merci, Sophie, pour ta question. Donc, une des questions dans le chat est en anglais. C'est « What is one mistake you witness leaders making more frequently than others? » A mistake is the lack of communication, I'd say, really. It's really the lack of communication, and it's even easier by in writing, by email or the diverse messenger exchanges. And I think just pick up the phone and then clarify what needs to be done. I think that's really the miscommunication or misinterpretation of the tone, either verbally. Sometimes we're in the middle of a conversation and we take a tone which is more, I would say, giving orders, but it's not the intent. But it appears it's received like that. But in the tone in the emails, and I tend to reread my email a couple of times, and sometimes oh my God, I should have put a point exclamation on the end because it would have looked a bit more relaxed. So I would say be careful with that. Oui, effectivement. Et puis, l'autre question, c'est pensez-vous qu'il est important de connaître plusieurs langues lorsque vous travaillez dans le droit international? Bien, je pense que c'est un plus, ça paraît bien sur le CV. Là. Déjà, la plupart d'entre vous vont connaître le français et l'anglais, là, j'imagine, mais moi, j'ai toujours pris des cours d'espagnol depuis que je pense j'ai commencé au secondaire. Et puis, j'ai jamais arrêté de prendre des cours d'espagnol.
Puis de moi-même, j'en ai pris quand j'étais à la faculté de droit. J'ai pris chez Berlitz, ou une autre compagnie. Je me suis dit, il faut que je continue à prendre des cours pour me rappeler de la grammaire et du vocabulaire. Puis quand j'étais allée à Paris, pour faire ma maîtrise, j'ai repris encore des cours de plus. Il fallait que je me rende en métro chez Berlitz pour faire mes cours, pour l'espagnol, pour le garder. Puis aujourd'hui, je m'en sers de l'espagnol dans mon travail. C'est-à-dire, quand on deal avec l'Amérique latine, je peux avoir des interactions en espagnol, je peux avoir des contrats. Je ne suis pas parfaite. Je parle mieux en anglais qu'en espagnol dans mon bilinguisme. Mais je me débrouille très bien. Je peux faire des présentations en espagnol, tout ça. Fait que je trouve que c'est bien. Puis c'est une troisième langue qui va être utile pour nous, là, les Canadiens. On est proche de l'Amérique latine, tout ça. Puis après, il y a d'autres langues. Hein. Je connais des avocats qui sont familiers avec 7 langues, là, qui t'ajoutent l'arabe, le chinois. Il y a des gens qui sont vraiment mis à fond dans les langues, les avocats, là, puis ça paraît bien. Il y en a un qu'on a engagé à l'époque qui parlait 7 langues. À chaque fois qu'on dealait avec la Chine, on l'appelait pour qu'il vienne nous faire l'interprète. Donc oui, c'est pratique les langues, mais mettez-vous pas trop de pression là-dessus parce que la langue internationale, vraiment, ça demeure l'anglais. La réalité, c'est ça, c'est que maîtriser l'anglais de tous les jours et l'anglais juridique. Parfait, merci. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté que vous voulez partager avec les gens sur l'appel avant qu'on termine la conférence? Oh, il y a une question, mais vous pouvez penser, Maître Brochu, pendant qu'on demande. Oui, Alex, voulez-vous poser une question? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était très, très enrichissant. J'avais une question pour vous en retournant sur votre cheminement. Dans le fond, c'était quand que vous avez su où vous en allez avec vos études, etc., ou dans quel domaine vous voulez vous diriger. Donc, dans le fond, je sais que le droit des affaires a fait une grande partie de votre cheminement et le droit international aussi, c'était un intérêt que vous avez eu dès que vous étiez jeune. Mais avec la compagnie IATA dans le domaine aéronautique, est-ce qu'il y avait un moment où vous êtes dit que c'est ça que je veux faire? Première année, deuxième année, troisième année en droit, est-ce que c'était pendant votre expérience? Oui. Bien, déjà, à la fac, j'avais trouvé que c'était facile pour moi de réussir dans mes cours de droit des affaires. On dirait que j'avais plus d'intérêt, puis j'avais des meilleures notes dans ces domaines-là. Fait que là, je me disais, on dirait que je suis bonne, pas bonne, mais je veux dire, ça vient plus naturellement que le droit des Autochtones, un autre droit pour lequel j'avais peut-être moins d'intérêt à ce moment-là. Et fait que je regardais pour ça, puis je me disais, bon, là, je me suis trouvé un job en cabinet. J'aimerais ça, passer du temps à appliquer le droit des affaires. Je pouvais travailler plus en droit des affaires. Puis j'avais travaillé à Paris dans le cabinet aussi. Je ne savais pas ce qu'elle allait me donner comme dossier, mais finalement, c'est des dossiers plus pan-européens, là, même si c'était un cabinet américain. Fait que j'avais travaillé sur les dossiers de fusion-acquisition, tout ça. Fait que, mais tu sais, vraiment entry level. Il me faisait faire des revues de documents, rajouter des virgules. Puis moi, je trouvais ça le fun, là, faire ça. Puis là, je me suis dit, de fil en aiguille, quand vous allez faire un stage, vous allez faire des rotations, vous allez peut-être voir à ce moment-là, si vous faites le stage en cabinet, c'est pour ça que ça aide d'aller en cabinet un peu avant, parce que ça peut aider à choisir le créneau dans lequel on va aller si on ne sait pas d'avance. Et moi, j'ai confirmé, j'ai validé avec mes expériences de travail que j'aimais ça, faire ça, puis j'essayais de me spécialiser là-dedans. Là, j'étais déjà à l'international, ou même si je ne l'avais pas été. C'est vrai que quand je suis revenue à Bélanger-Sauvé, j'arrivais de tout mon background international. Puis là, j'arrivais dans un cabinet qui était plus petit, qui était plus local aussi, mais c'était le cabinet l'opportunité que j'avais eue, moi, pendant ma course au stage. Donc là, je me disais, bon, c'est pas un downgrade, mais c'est quoi? Je vais m'en aller où avec ça? Mais finalement, j'ai réussi dans le cabinet à travailler avec Maître Sauvé de Bélanger-Sauvé. Puis lui, il avait des financements avec le gouvernement, le ministère des Finances, puis la Caisse de dépôt, puis c'est des financements internationaux. Je disais avec Londres, je me suis dit, my God, j'aurais jamais su que je pourrais faire ça dans ce cabinet-là. Fait que j'ai travaillé fort pour me rapprocher de ces associés-là pour pouvoir travailler avec eux. Puis je suis devenue comme leur avocate junior dans ces dossiers-là, qui était le secret le mieux gardé, dans le fond. Fait que finalement, je me suis plu, là, je me suis dit, mais tu vois, on en fait quand même un peu, il y a un aspect international. L'aspect international, c'est qu'on fait des émissions de débenture à Londres. C'est quand même international, on est à Montréal, c'est cool. Mais j'avais commencé quand même à regarder.
les jobs à l'étranger, pour retourner, là, pour retourner peut-être ailleurs, mais j'essaie, parce que j'avais mon conjoint de l'époque, on essayait de voir, c'était pas facile de retourner même chez Skadden, parce que là, il y avait sa job ici, là, il y avait des parents malades, tout ça, fait que je n'étais plus sûre si je voulais m'en retourner. Puis là, j'avais contacté des chasseurs de tête quand même, je vais me mettre sur la map, voir s'il y a quelque chose. C'est qu'il faut que mon CV circule, ou je regarde s'il y a des opportunités. Je ne sais pas si je vais rester en cabinet ou si je vais changer de cabinet. Et puis là, il y a un chasseur de tête, là, c'était Robert Half, là, qui avait eu mon CV que j'avais envoyé. C'est pas eux qui le découvrent comme ça, là. C'est assez rare. Maintenant, peut-être plus avec les réseaux sociaux, mais il faut que tu fasses des contacts avec les recruteurs là, le plus souvent. Là. Puis là, c'est ça, il m'avait offert cette opportunité-là, puis j'ai fait « Oh my God, ça a l'air super! » Et là, je vais faire le move. J'ai fait le move parce qu'il m'avait dit qu'il me recrutait il y avait forcément beaucoup d'aspects internationaux. Mais avec les 6 premiers mois, j'ai fait « Oh non, peut-être que j'aurais pas dû. » Parce que là, il y a une période d'adaptation quand tu arrives in-house. Hein, tu sais pas trop, les clients, ils te donnent des petits dossiers au début. Puis là, j'étais encore, je suis une jeune avocate, là, j'avais comme 6 ans, 7 ans de pratique. Là. Mais finalement, ça, tout est rentré dans l'ordre, puis ça évolue. Ça y va tout seul. Merci beaucoup, très enrichissant. Donc, on a une autre question dans le chat. Donc, since you have a JD degree, have you worked on a lot of common law files, or do lawyers who have completed a 3-year JD degree get a preference? Because I do like the business law and financial regulatory work, I'm exposed to the common law versus civil law style or common law versus civil law advice. I still need to go and get, in the international context, legal advice when I do business, for example, negotiate a partnership with a UK-based organization. And if they insist on the UK laws being the laws governing the contract and the courts of the UK being the courts having jurisdiction, well, then maybe if it's a strategic deal, if it's a high value deal, I'll need to go and have a local counsel advice on whether all of the items negotiated are enforceable under the UK law, because it's the UK system. I'm already familiar. I know the difference with the fiducie en droit civil, the trust, and the common law, and there are some tweaks in the interpretation. And it served me a lot, because in the common law course, I did there's an entire year where you do, well, it used to be the case at the time, but you do trust law for the entire year. You do your common law. It's a well, if I remember correctly. So trust is a big thing in Canada. You have a couple course on the droit des fiducies, and that's it. So the trust is a big thing. It's a much bigger concept in the common law countries, and in the UK we're managing funds. So all of my education, my knowledge that I gained, I didn't do the common law bar. I could have. I thought about it at some point, but you know how hyperactive I am. At some point, I couldn't do everything at the same time. I should have, but potentially. I could still do it, maybe. But yeah, I recommend if you do it, go get the bar, though. Don't do like I did. Because why not? Because it takes only a couple exams and do the recognition. But in any case, even with the bar, I could not still give an advice on the UK law, but I knew, spot issues, and I knew how to understand the trust, and I knew that, in the UK, I'm going to have a problem with these funds being held in that account. I need to go and check it out. Gives you an idea. Or in contract law, it's not the same. The theories are not the same. There are many different. I did a panel once on the key difference in contract negotiation in the common law versus civil law system at some point. It's something that could be also part of the eventually not a course but a webinar. It could be updated. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions. Sinon,
Au nom de la section de droit civil, j'aimerais vous remercier, Maître Brochu, pour votre temps et pour votre dynamisme, pour votre honnêteté et de partager toutes vos expériences. Vraiment, c'est formidable. Donc, j'espère que vous tous sur l'appel, que vous avez vraiment profité de ce partage d'expériences et de conseils. J'aimerais aussi remercier Alexandre et Serena et des membres de la Société étudiante du droit international et de l'Association des droits des affaires de l'Université d'Ottawa. Merci pour votre collaboration sur cet événement. Et finalement, un gros merci à vous tous, les participants de cette conférence. Merci pour prendre le temps d'écouter Maître Brochu et merci pour votre intérêt pour en apprendre davantage sur son parcours. Donc, peut-être, Julie, juste ajouter quelques mots avant de terminer la conférence pour remercier Maître Brochu pour son partage. Franchement, c'était extrêmement inspirant de vous entendre. Là. Je pense que pour les étudiants, les étudiantes aussi, quel parcours, quelle énergie vous avez. Et je pense que vous avez tout à fait raison. L'authenticité, c'est votre qualité. Vous avez partagé avec beaucoup de générosité aujourd'hui et je pense que vous avez donné des conseils vraiment, vraiment très intéressants. Je voulais juste aussi répondre au niveau du leadership. Vous serez heureuse d'apprendre qu'à la section de droit civil, on a créé il y a 3 ans un cours de droit et leadership qui est offert justement aux étudiants de licence et qui est donné par ma collègue Margarida Garcia, qui est d'ailleurs portugaise d'origine. Et c'est vraiment un cours très intéressant qui permet aux étudiants justement de développer leur qualité de leader puis des projets de leadership. Et aussi, au niveau international, on a maintenant des professeurs aussi spécialisés en droit international économique, notamment, et on offre un cours qui s'appelle le Trade Lab, où les étudiants doivent vraiment mettre les mains dans des programmes, dans des problèmes, en fait, de droit international économique avec la professeure Céline Lévesque. Là. Ah oui, hein? Il y a OK. de très, très belles opportunités de ce côté-là. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à la faculté. Ben, grand plaisir pour moi. Tout plaisir était pour moi, en fait.